7h38, créer une véritable coalition contre le groupe État islamique, est-ce une ambition réalisable? François Hollande, on le sait, est à mi-chemin dans son véritable marathon diplomatique pour tenter de la concrétiser. Après David Cameron, Barack Obama et Angela Merkel, c'est à Moscou qu'il va se rendre demain. La Russie qui s'est singulièrement crispée hier après que la Turquie a abattu un de ses avions qui aurait violé son espace aérien. Alors plutôt que de songer à une coalition, ne faudrait-il pas au mieux se contenter d'une coopération opérationnelle dans la lutte contre le groupe État islamique? On pose la question à notre invité Claude Smadja. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes expert en relations internationales, président du cabinet Smadja et Smadja. La France touchée de plein fouet par les attentats, qui est en guerre, ce sont les termes du président. Est-ce qu'elle est d'autant plus légitime, et je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'autant plus capable d'arriver à créer une coalition contre le groupe État islamique? Qu'en pensez-vous? Bien, je crois que les attentats de Paris ont été un réveil brutal, mais nécessaire, pour ramener l'église au milieu du village. À savoir quoi? La véritable menace pour les pays occidentaux, et de même que pour la Russie, ça n'est pas Bachar el-Assad, quelle que soit la conduite odieuse de ce dictateur. La menace immédiate et réelle, c'est l'État islamique. Ce n'est pas ce qu'affirmait la France il y a encore 2 semaines ou 3 semaines. Oui. Bien justement, ils se sont réveillés de leurs illusions, et puis maintenant on est entré enfin dans la réalité. Et donc si on admet les priorités numéro 1, c'est-à-dire la lutte contre l'État islamique, cela signifie qu'on doit en tirer les conséquences, et les conséquences, cela signifie que l'on appelle ça une coopération opérationnelle ou une coalition. Cela signifie la mise en place d'un système de coopération militaire, d'échange d'informations et de coordination des attaques entre les Européens, les Américains et les Russes. Qu'on s'entende bien sur les termes, Claude Smadja. Moi, je vois quand même une différence entre coopération, logistique et coalition. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même une étape supplémentaire, non? Alors, il faut d'abord passer par la coopération, et puis cette coopération signifie, par la force des choses, qu'on est unis sur les objectifs à atteindre. Et je crois que le problème... On y arrivera, cette coopération? Le président Hollande y arrivera? Eh bien, je crois que la réalité le force à y arriver. La question est de savoir si M. Obama va sortir sa tête du sable dans laquelle il l'a enfui depuis quelque temps, et reconnaître que la Russie est un élément incontournable si on veut être véritablement opérationnel et efficace en luttant contre l'État islamique. Alors, il y a cet événement survenu hier, la Turquie qui abat un avion de chasse, enfin un chasseur-bombardier russe qui aurait violé l'espace aérien turc. Tout cela n'est pas encore très sûr. Est-ce que ça, c'est ce genre d'événement, crise diplomatique, Poutine qui accuse la Turquie de faire le jeu de Daesh, est-ce que ce genre d'événement est de nature à changer la donne? Alors ça, c'est une tentative de sabotage de la part des Turcs. Tout simplement parce qu'il faut remettre encore une fois les choses dans leur perspective. Les Turcs ne veulent pas entendre parler d'une coordination, même d'une coordination, voire d'une coalition avec les Russes, parce que les Turcs, depuis le début, ne veulent pas changer de... Leur priorité, ce n'est pas l'État islamique, leur priorité, c'est qu'ils haïssent Bachar el-Assad, parce qu'ils estiment que Bachar el-Assad n'a pas suivi les orientations que la Turquie voulait qu'il suive, et donc les Turcs ont pour priorité l'élimination de Bachar el-Assad. Le deuxième point qui concerne la Turquie et ce qui s'est passé avec cet avion russe, c'est que les Russes qui soutiennent Bachar el-Assad bombardent les Turkmènes qui font partie des forces d'opposition à Bachar el-Assad, et donc le président turc a vu là une opportunité magnifique de semer le trouble et de saboter l'effort de François Hollande de créer un rapprochement avec la Russie, comme avec pour objectif l'élimination de l'État islamique. La Turquie, membre de l'OTAN, là aussi, c'est assez compliqué. Il y a des bases américaines, il y a des avions américains qui décollent de la Turquie. Est-ce que là, véritablement, les Américains ne sont pas impliqués de facto dans le jeu que joue la Turquie depuis hier? Non, ils ne sont pas impliqués de facto, mais les Américains sont pris entre deux feux, puisque, comme vous l'avez dit, la Turquie est un membre de l'OTAN, et c'est un membre important de l'OTAN, et en même temps, la Turquie joue son propre jeu qui est contraire aux intérêts actuels des États-Unis et de l'Europe.
Mais ça veut dire que la Turquie va réussir à saboter le frémissement, le début de cette coalition cette semaine. Ça va aller jusqu'où, là, ce jeu diplomatique? Parce que là, encore une fois, le président Poutine accuse clairement la Russie de faire le jeu du groupe État islamique. Ça va aller jusqu'où, cette guerre diplomatique? Ce qui est très clair, c'est que la Maison-Blanche et l'administration américaine, tout en disant que, bien sûr, la Turquie avait le droit de défendre son espace aérien et sa souveraineté, en même temps, n'ont pas du tout adopté une position de va-t-en-guerre par rapport à l'incident qui s'est produit hier. Et de toute manière, on l'a bien vu lors de la dernière rencontre entre Obama et Poutine. Obama sait très bien que sa stratégie actuelle l'a conduit dans le mur. Elle n'aboutit pas à renverser Assad, elle n'aboutit pas à réduire la capacité de nuisance de l'État islamique. La question, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir changer de position tout en gardant la face. Klaus Maja, à quoi pourrait ressembler cette coalition, sans même parler, cette coopération, pardon, sans même parler de coalition? D'abord, la mise à disposition des renseignements des uns pour les autres, les Américains qui mettraient à disposition leurs renseignements, ça pour les Français, et par exemple, ce serait déjà une grande avancée? Alors, je pense que cette coopération, elle peut avoir plusieurs volets. D'abord, comme vous l'avez dit, les échanges d'informations, et d'autre part, il ne faut pas oublier que si les Russes ont des troupes au sol, justement pour pouvoir guider les tirs de l'aviation russe sur place, les Américains ont aussi décidé d'envoyer des forces spéciales au sol. C'est quelques hommes, hein, on parle de quelques hommes. Mais on parle de quelques hommes, mais qui peuvent contribuer grandement à l'efficacité des frappes aériennes. Ça, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième élément qui est important, c'est que on doit pouvoir parvenir à un accord où on dit à M. Poutine, laissons de côté pour l'instant la question de la survie de Bachar el-Assad, concentrons-nous sur l'élimination de l'État islamique, admettons que Bachar el-Assad fera partie, qu'on le veuille ou non, d'une solution de transition pour la Syrie, et on verra après. Parce que tout simplement, la réalité, elle est très simple. Si Bachar el-Assad aujourd'hui disparaît, l'État islamique double son emprise sur le territoire syrien dans les 10 jours qui suivent. Si Bachar el-Assad disparaît, la coalition qui s'oppose à lui est tellement fragmentée qu'elle est totalement inefficace, et c'est le vide dans lequel s'engouffrera l'État islamique, et personne ne veut de cela. On reviendra sur cette transition d'ailleurs via un article de la presse tout à l'heure. Je reviens juste sur cette question des troupes au sol. Vous dites il suffit de quelques forces spéciales, russes et peut-être américaines, qui sont d'ailleurs, selon certains, déjà sur le terrain. Il n'y a pas besoin de plus d'hommes. Il est clair que les forces spéciales, c'est pour rendre les frappes aériennes plus efficaces. Parce que M. Hollande a déjà dit qu'il n'enverrait personne. Est-ce qu'on peut réussir comme ça sans envoyer personne? Non, et ça, c'est la contradiction absolue dans laquelle les Européens, les Américains et les Russes se trouvent à l'heure actuelle. On peut, avec seulement des forces aériennes et quelques éléments d'appui au sol, réduire la capacité de nuisance de l'État islamique, mais l'élimination de l'État islamique est impossible sans l'engagement de troupes au sol, et justement, personne ne veut entendre parler de cela. Donc on n'y arrivera pas. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc on est dans le contexte d'une guerre qui va être très sale et qui va se prolonger. Il y a aussi la question des relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, notamment quand on voyait encore au mois de mai M. Hollande signer un contrat de 6,3 milliards d'euros pour vendre 24 Rafales au Qatar, et que ces mêmes Rafales sont ceux qui se trouvent sur le porte-avions Charles de Gaulle, enfin ce même modèle d'avion pour aller bombarder Daesh. Est-ce qu'on n'y voit pas un cynisme terrible de l'histoire là? Il y a une ambiguïté fondamentale que l'on refuse de confronter concernant l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est stable à l'heure actuelle à cause de l'accord qui date de 70 ou 80 ans entre la monarchie et le clergé wahhabite. Le clergé wahhabite, c'est quoi? C'est un des principaux instigateurs du salafisme. Et d'ailleurs, les imams qui prêchent des versions de l'islam absolument belligérantes et qui induisent des gens à commettre des attentats, dans bien des cas, sont financés par le clergé wahhabisme. Et la question qui se pose, c'est de savoir, en utilisant maintenant le fait que l'Iran est en train de rentrer dans le jeu international, de mettre une pression extrême sur l'Arabie Saoudite
pour qu'elle cesse le double jeu qui consiste à vouloir garder à tout prix la stabilité sur son sol au prix d'une alliance avec ce clergé wahhabite qui est un facteur de menace potentielle par rapport à l'action que ce clergé wahhabite a dans la diffusion du salafisme au-delà des frontières de l'Arabie Saoudite. Mais posons la question comme ça, je parlais des rafales, est-ce qu'on peut continuer du côté de Washington ou de Paris de faire du commerce avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, tout en sachant que, de manière directe ou pas, ce sont des pays qui financent le terrorisme. En tout cas, c'est ce qui se dit, et il y a parfois même des preuves. Est-ce qu'on peut donner d'un côté et reprendre de l'autre ? Le problème, c'est qu'on est dans une situation où il faut tenir compte de ce qu'on appelle la réelle politique. Parce que, en même temps, si vous ne faites pas ça, ça signifie que vous ouvrez la porte encore plus ouverte. Donc, il faut continuer de vendre des rafales au Qatar ? On est dans une situation où, étant donné que l'Iran est en train de revenir sur la scène internationale, que l'Iran a des ambitions d'expansion de son influence dans la région, on est obligé d'avoir, en quelque sorte, des alliés ou des remparts. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une situation où c'est une sale guerre. Tout le monde se retrouve avec les mains sales. Une dernière question avant de passer à la presse qui nous ramènera d'ailleurs au Moyen-Orient et à cet avion russe abattu. La Tunisie, qui est un pays que vous connaissez très très bien, Claude Smadja, cet attentat, cette bombe dans un car de la garde présidentielle, et la piste du kamikaze interne à la garde présidentielle est évoquée. Qu'est-ce que vous avez à ajouter ? Ça vous paraît plausible ? C'est tout à fait plausible et on est toujours dans ce même schéma où la Tunisie est le seul pays dans le monde arabe qui semble avoir une chance d'être à la fois un pays musulman et d'être un pays démocratique. Et bien sûr, par rapport à cet objectif, par rapport à cette culture qui fait partie de l'histoire tunisienne, cela fait de ce pays l'ennemi public numéro 1 des salafistes, parce que pour eux, islam et démocratie, pour ces gens-là, sont deux notions absolument inconciliables.